Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse évidemment à l'actualité, à Bakar, avec ses délestages, mon cher ami. Oui, c'est pas un secret de polichinelle, les délestages non plus. Lorsqu'on entre dans la deuxième moitié de la saison, on va dire comme ça, lorsqu'on sort de la saison des pluies, qu'on entame la période d'étiage, la saison des sèches, la saison sèche donc, et donc c'est pas une surprise que l'on soit confronté, en tout cas dans le contexte guinéen, parce que depuis que le président Alpha Condé est au pouvoir, il a essayé, et son gouvernement a essayé de pallier cette situation, de parer donc à cette situation sans pour autant y parvenir. Le constat malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements pour faire en sorte que les Guinéens ne ressentent pas le contre-coup de la période d'été. Parce que lorsque le niveau d'eau baisse dans les barrages, parce que la Guinée est beaucoup plus dans l'hydroélectricité, avec les barrages de Kalita, mais aussi de Garafiri et d'autres micro-barrages dans la région de la Basse-Guinée. Lorsqu'on sort donc de la période des pluies et que le niveau de baisse donc dans ces barrages, on est confronté donc à une baisse de la production d'électricité. C'est-à-dire que la quantité d'électricité produite par ces centrales, avec la baisse du niveau d'eau, ne permet plus donc d'alimenter tous les foyers de manière régulière. Ce qui donc nous amène à ces délestages. Alors pour essayer de pallier cette situation, le gouvernement a essayé de recourir à ces solutions d'adjonction, à ces solutions d'appoint qu'on appelle le thermique. Le thermique avec d'abord les 100 mégawatts. Et vous savez ce que cela a coûté à notre pays en termes de gâchis financier. Plus de 140 millions de dollars américains dépensés avec Asper Brass, la compagnie brésilienne, sans que cela ne permette à notre pays donc d'avoir ces 100 mégawatts réellement. Vous savez ce qui s'est passé aussi, les difficultés qu'on a eues avec les groupes, cette ferraille qui est venue donc et qui n'a même pas pu être totalement installée. Il y a eu des problèmes de cellules. Des problèmes de cellules avaient été évoqués. Finalement, ce que l'État fait, l'État va confier ces 100 mégawatts à une compagnie mauritanienne, AON. AON, donc, qui va mettre 30 millions de dollars américains pour finalement réveiller ces machines et donc les faire fonctionner. Et ce qui va se passer, c'est que AON, donc c'est AON qui revend l'électricité produite à un prix très cher, parce qu'un prix qui est au-dessus du prix pratiqué par les autres centrales. Mais en contrepartie, c'est la Guinée, et c'est quelque chose qu'on ne note pas assez, c'est la Guinée qui paye la facture d'huile, mais aussi la facture de carburant. Ce sont des montants colossaux qui sont supportés par le budget de l'État. Moi, j'ai jamais vu un contrat aussi défavorable. Mais il faut marcher sur la tête pour aller dans un contrat de cette nature. Mais ces 500 mégawatts, est-ce qu'ils fonctionnent correctement? Est-ce que tous les 100 mégawatts sont sur le réseau de distribution DDG? C'est une question qu'il faut se poser. À côté, il y a les 50 mégawatts normalement donc installés de K-Énergie, donc devenu guinéenne d'électricité GDE, tenu par l'homme d'affaires Mouri Diané. Il y a donc ces 50 mégawatts. Je crois qu'au niveau de Tombo aussi, on apprenait que l'homme d'affaires politique Abessila aussi devait relever quelques groupes au niveau de Tombo, donc ce qui devait donner aussi 40 mégawatts. Donc il y a toutes ces centrales et leur production qui doivent venir renforcer, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Kaleta, en période d'été, c'est une seule turbine qui fonctionne, donc 70 mégawatts sur les 240. Et peut-être qu'au niveau des Garafiri, vous avez 80, vous n'avez même pas tous les 80 mégawatts. Donc, en gros, c'est que on n'a pas la production nécessaire qu'il faut pour fournir régulièrement le courant. C'est pourquoi vous avez vu le ministre Cheikh Talibi qui est venu voir comment évoluent les travaux ici au niveau de la tannerie. Et je crois que j'ai même vu que il a essayé de mettre la pression sur ceux qui travaillent là-bas pour que ça aille très vite, pour qu'on puisse avoir, je crois que ce qui est attendu de ce côté aussi, c'est 50 mégawatts avec les Américains. On appelle POA TEFA avec les Américains. Donc cette centrale est extrêmement attendue par le gouvernement pour que cela puisse venir donc boucher un certain nombre de trous
parce que le constat est là, malheureusement. Tant qu'on n'a pas Swapiti, on n'a pas la production nécessaire pour faire face à cela. Alors que le gouvernement dit avoir englouti plus d'1 milliard de dollars américains dans le secteur de l'électricité. Les grandes gueules. Sans les résultats escomptés. Justement, ce qu'on attend surtout, c'est le langage vérité. C'est important, Mafoudia. C'est important, mais ils ne l'auront jamais. Parce que c'est ce qu'on a eu avec Swapiti. Lorsqu'on lançait, non pas Swapiti, Kaleta. Lorsqu'on lançait Kaleta, on nous disait non, attendez, c'est fini avec Kaleta. C'est fini les problèmes liés à l'électricité. Et maintenant, on nous dit non, attendez, quand Swapiti viendra, qu'on pourra finir totalement avec ce langage de vérité réellement qu'on n'a pas. Sinon, il y a deux aspects. Il y a le fait qu'ils ont été un peu plus clairs après, parce qu'on nous a expliqué en quoi les différents barrages là sont liés. Garafiri, Kaleta et Swapiti. En période d'étiage, c'est pourquoi un peu moi je suis étonné, parce que lorsqu'on fait des études, on a une idée de la pluviométrie, de la capacité, de comment est-ce que les choses devraient se présenter à telle période et à telle période. La période d'étiage, nous savons que ça allait arriver. Abakar a parlé tout à l'heure des solutions thermiques. Mais justement, ces solutions thermiques-là devaient nous permettre de ne pas sentir cette période d'étiage qui est arrivée au niveau des barrages. Qu'est-ce qui a fait qu'en plusieurs années de gestion, on n'a pas pu mettre en place une organisation pour que les Guinéens ne puissent pas sentir? Donc, moi j'en viens à la conclusion claire que c'est seulement une mauvaise gestion qui a fait, parce que combien de milliards engloutis dans le domaine et qu'aujourd'hui on se retrouve en train de pleurer parce qu'il n'y a pas de courant. Je pense qu'il y a un échec qu'on peut dire du côté de l'électricité. Le ministre Talibi, lorsqu'il a fait sa conférence la dernière fois, il tablait sur des chiffres, il faisait des annonces comme quoi ils étaient en train de travailler. Seulement, dans beaucoup de domaines, encore en Guinée, on est en train. Cette situation qui se présente là aujourd'hui, c'est pas comme si on ne savait pas hier. Justement. La période d'étiage, c'est tout à fait normal. Il y a la saison sèche. Lorsque ça arrive, il n'y a pas suffisamment d'eau pour permettre aux barrages de donner de l'électricité. Quelles sont les solutions d'appoint? Les solutions d'appoint sont là. Comment est-ce que vous avez géré? Ils ont mal géré, parce que quand on prend cette société qui est arrivée, qui n'a pas pu donner le résultat escompté, on se pose la question, comment est-ce que vous avez fait pour choisir cette société? Quand Aboubakar parle d'un coût très élevé, c'est une réalité. Comment ça se fait que l'État ait fermé les yeux pour aller avec une société qui offre aujourd'hui, ou bien qui propose un si gros montant à l'État guinéen, alors qu'il y a d'autres possibilités et il y a d'autres structures qui pourraient par exemple proposer mieux? Donc si on veut, quand on fouille bien, on verra que là, ce n'est que la conséquence d'un marché de gré à gré qu'on octroie, parce que c'est quelqu'un qui est proche de nous, qui est derrière, on lui donne exactement, sans tenir compte du contribuable guinéen, sans tenir compte de la qualité et du montant qu'on pourrait bien débourser pour avoir la même qualité. Mais on n'y va pas. Lorsque ce sont nos proches, on ferme les yeux, on donne autant d'argent et encore pour un résultat aussi nul que ça. Moi, notre président, il a beaucoup d'affection pour les Mauritaniens. C'est pas pour et c'est regrettable. Parce que c'est pas ajouter à ça, Lamine, le fait que tous les lampadaires solaires sont éteints. Ils sont éteints. Aucun entretien. Je comprends pas. C'est dommage, franchement. C'est dommage. Il y a carrément une mauvaise gestion. Nous étions à Kindia, mais Kindia qui, quand même, franchement, quand on y passait dans le temps, il y a 1 an, 2 ans, franchement, c'est une ville qui m'avait émerveillé. Une fois, la nuit, j'y suis passé, mais c'était très beau la nuit avec ces lampadaires qui étaient illuminés. Une fois, l'année dernière, quand on allait au Grand Tour, mais j'ai vu que on est passé à Yende Milimono, si je prononce bien, dans cette sous-préfecture de Guékédou, mais c'était très beau la nuit, mais tout est éteint, Lamine. C'est extraordinaire. Bien, vous êtes chez les GG, évidemment, continuez à réagir par SMS. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Les grandes gueules. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Voilà, on a vu récemment ce tweet de Sidia Touré, entre autres, qui disait que son groupe est en panne. Enfin bref, une manière d'ironiser un petit peu, parce que lui, il a fait des résultats en 96. Les grandes gueules. Avec les approches qu'il a eues et qu'il nous a expliquées, c'est vrai qu'aujourd'hui, Conakry en 96 et Conakry aujourd'hui, il y a une différence, la démographie a explosé et tout, mais par la méthodologie, je pense que si l'État guinéen, le chef de l'État notamment, s'il avait pris le soin d'analyser en préalable
tous ces investissements avant d'injecter les fonds, je pense qu'il aurait pu produire 4 fois plus de résultats que le résultat que nous avons aujourd'hui. Actuel, ouais. Voilà, mais il a peut-être paré au plus pressé en faisant une sorte d'approche voisine qui est là et tu le connais, d'accord, je lui donne. Donc, ce genre de copinage, je pense que c'est ce qui a plombé ce secteur. Parce qu'on ne peut pas quand même un montant Et pire, c'est qu'on nous ment, Moussa. Oui, mais écoutez... Non, mais c'est la vérité, je suis désolé. Le ministre de... Les grandes gueules. Il a compris parce que il faut être aveugle pour ne pas constater que le tour a véritablement bien commencé et que c'est aussi une sorte de terreau fertile pour le grand banditisme. Quand il fait noir, mais c'est là où toutes les forces du mal se donnent la main. C'est là où toutes les forces du mal se donnent la main. Et tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas manifester, tu ne peux même pas l'exprimer parce qu'il y a une sorte de je sais pas moi, c'est devenu une sorte de norme. On dit, c'est normal. C'est normal, il faut qu'on l'accepte ainsi. Et il est allé à la tonnerie, il a dit au constructeur qu'il fallait finir les travaux avant le mois de mai. Parce qu'il comprend que Conakry est plongé dans le noir. Même lui... Il faut faire très attention à ces travaux d'urgence parce que souvent on a l'impression que il faut aller vite et c'est dans ces travaux d'urgence là qu'on sort beaucoup d'argent pour ne rien faire finalement. Regardez les grandes gueules. Le constructeur travaille. Quand vous prenez votre temps, vous regardez la tannerie. J'espère que les tôles vont pas tomber plus tard. Parce que il faut ces énormes machines, ces barres de fer, je sais pas moi, quand vous y passez et ces tours, je me pose énormément de questions. Il faudrait que le délai contractuel, si le délai contractuel, c'est que le travaux, c'est un investissement privé. Oui, les grandes gueules. C'est un investissement privé, il est le ministre de l'énergie. Si le délai contractuel, il faut laisser le soin aux gens de conduire à bon port leur projet. Il est dit que le constructeur doit rendre les travaux avant la fin du mois de mai. C'est une inquiétude que tu poses et c'est tout à fait droit. Je pense qu'il faut laisser le constructeur aller dans ce sens-là. Mais il ne faut pas raccourcir le délai, sinon vous allez payer cela sur la qualité du service qui va être fourni plus tard. Moi, je trouve qu'il y a des contrats, ma foi, qui doivent être résiliés dans notre pays. Posez tout le temps les mauvaises questions. Parce que tout simplement, ce sont des contrats quand même qui n'arrangent pas. Surtout ce contrat qu'on n'a pas cessé de dénoncer avec les Mauritaniens, c'est extraordinaire. On peut pas quand même l'accepter dans notre pays. Le chef de l'État, peut-être que il y a une sorte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ministère du plan. On n'a pas il n'y a pas de vision sur on a le PNDS, tout ça. Mais d'accord, mais tout ça c'est une sorte de gouvernance à l'aveuglette quoi. Il n'y a pas de truc prévu. Si, c'est mon point de vue. Pourquoi je le dis? Non, l'exemple, écoutez, si le ministère du les plan, grandes gueules. le ministère du plan si le ministère du plan fait son travail, oui bien sûr, et que c'est pas appliqué, vous ne pouvez pas dire le moi contraire. j'estime en tant que citoyen Vous qu'il n'y a ne pouvez rien. pas dire le Il n'y a contraire. rien, je ne vois rien. Non. Je ne vois rien. Mais il y a un plan de Écoutez, développement, national. Qui va où? Qui fait quoi? Qui jusqu'en 2021. C'est une sorte de boussole. C'est une sorte de boussole. La boussole, tu sais où elle nous amène là? Elle nous amène où? Au pôle sud. Mais non, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Non, mais c'est vrai. Non. Vous êtes dans une sorte de gouvernance à vue et vous nous parlez de plan. Il n'y a pas de plan. Parce que s'il y avait un plan, on ne serait pas là à avoir un ministre de l'énergie qui descend sur le terrain, qui dit au constructeur, dis donc, faut faire vite toi aussi, avant le mois de mai, rends-moi ces travaux. Le ministre savait que Caleta, en période d'étayage, ne serait pas à justement, sa mais faute c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas prévu Les grandes ça? gueules. Bien. Mon cher Ruby, bonjour. Bonjour, désolé, il y avait beaucoup de bouchons. Ben oui, j'ai compris ça. Voilà. T'as pas l'électricité chez toi, mon cher? Ça fait combien de temps qu'on n'a plus d'électricité? On sait même plus s'il y a l'électricité ou pas. En fait, j'écoute les collègues et là, je suis un peu étonné parce que vous posez les mauvaises questions. Vous n'allez pas continuer à vous accrocher aux basques des Mauritaniens qui ont déjà pris leur argent et ils sont partis. Je pense que ce projet-là, il faut le mettre dans l'oubliette. Les bonnes questions qu'il faut poser, ce sont les interrogations liées aux premières communications du ministère de l'énergie, je crois avant ou quelques jours ou quelques semaines après l'inauguration de Caleta. Je pense que c'est là où il faut leur poser la question. Avant l'inauguration de Caleta, on a eu plusieurs fois les autorités en charge de l'électricité, notamment le ministre de l'énergie, qui nous a sorti dans le genre, c'était fini. Voilà, c'était fini le noir à Conakry. Les grandes gueules. On revient justement là où on l'avait commencé. Donc, case de départ. Il faut leur poser la question de savoir ces millions de dollars qui ont été investis dans Caleta. Où sont partis ces millions de dollars? Où sont les résultats? C'est pas la peine de venir presser un investisseur privé qui apporte ses propres fonds pour venir, si vous voulez, une façon d'aider un peu le gouvernement à résoudre le problème de l'électricité. On a le cas
K-Énergie et GDE qui sont encore suspendus devant la justice, qui n'arrivent pas à trancher dessus. On nous apprend du côté de Mauritanie, par exemple, qu'il y a deux groupes. On nous apprend que GDE est à l'arrêt. Et ça, c'est important. Et si vous vérifiez, ça doit être dû à un problème de financement. Parce que GDE ne peut pas continuer à fournir de l'électricité à EDG sans pouvoir entrer dans ses frais. Et si ça continue à un moment donné et que l'opérateur réclame c'est dû que cela ne vienne pas, ils sont obligés de mettre la clé sous le pied, de fermer la centrale. Le problème n'est même pas là. Que nous perdons là 50 MW sur le réseau. Le problème n'est pas encore là. Le problème n'est pas que GDE ne rentre pas en possession de ses finances. Le problème, c'est qu'il y a un litige d'abord, faut pas oublier, entre GDE et... Attends, je continue. Il y a un litige entre GDE et K-Énergie dans le cadre de la propriété de ces groupes qui sont restés là. Cette affaire est encore suspendue devant les juridictions et la justice n'a pas encore tranché. Donc je peux pas comprendre qu'une société qui est en litige, qui est lestée en justice, puisse avoir un bon fonctionnement. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il faut d'abord évacuer cette histoire de justice entre GDE et K-Énergie, connaître vraiment le vrai propriétaire de la centrale. Est-ce que c'est K-Énergie ou est-ce que c'est GDE? Et après, continuer le contrat. Ça, c'est un autre problème. Deuxième situation. Vous avez les tombeaux. Les tombeaux qui sont dans la tombe, qui n'arrivent jamais à sortir de là. Chaque fois, ce sont des réparations. Chaque année, c'est de l'argent qui est sorti pour réparer nos tombeaux, nos chers tombeaux 1, 2, 3, qui sont toujours en train d'être réparés. Vous avez toutes ces questions qu'il faut poser au ministre de l'Énergie. La dernière fois, à sa conférence de presse, il n'en a pas fait cas. On nous jette dans une projection futuriste. Désormais, on nous parle de Soipeti Amaria. Vous n'entendez que Soipeti Amaria, comme si Caleta avait été un succès, ou comme si les réparations de tombeau avait été un succès. On ne pose pas la question au ministre de l'économie, de l'énergie. Est-ce que nos Mauritaniens qui étaient là, qui avaient posé les groupes et qui les ont récupérés sont partis avec? Est-ce qu'ils ont rendu l'argent qu'ils ont volé qu'ils ont pris, pas volé, parce qu'ils avaient quand même un contrat avec l'État. Le service n'a pas été rendu, mais est-ce que le ministère de l'énergie a enclenché un processus qui leur permettait de s'expliquer sur l'utilisation de ces fonds qui n'ont finalement servi à rien? Donc il y a toutes ces questions. Il y a les groupes qui sont derrière la RTG. Qu'est-ce que ça fait là? Ça devient des épaves. Il y a la centrale thermique du côté de Kipé. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça continue pas? Est-ce que ça fournit du carburant? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut poser. Au lieu de poser les vraies questions, le ministre de l'énergie quand il sort devant les médias, c'est pour nous parler de Soipeti. Justement. Non, mais c'est pour nous parler du passé. Autant de Comté, il y avait tel, et puis voilà. Même pas ça. Nous parler de Amaria. Et nous, on perd notre temps à s'accrocher au basque des Mauritaniens, parler des succès de 96, etc. Les problèmes sont factuels. Il faut interroger le ministère de l'énergie sur l'utilisation des fonds liés à la construction des Caleta et la performance de ces barrages-là qui aujourd'hui montrent ses limites. Sur les rénovations de tombeaux, est-ce que vraiment tombeau 1, 2, 3 fournissent encore de l'électricité? Est-ce que GDE ou K-Énergie continue à fournir, parce que c'était des groupes qui étaient là pour apporter de l'électricité en appoint, il ne serait-ce que dans Kaloum, en période d'étiage? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les épaves du côté de la RTG, est-ce que sera installées? Est-ce que ça va nous fournir de l'électricité? Est-ce que la centrale thermique du côté de Kipé, le processus continue? Est-ce que ce sera fonctionnel bientôt? Au lieu de venir s'arrêter là à Tannery, chauffer un investisseur privé, eux, ils ont déjà débloqué assez de millions de dollars qu'ils ont investis dans le domaine. C'est l'un des secteurs qui a englouti beaucoup d'argent dans ce pays après l'agriculture et la défense. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut interroger le ministre de l'énergie sur l'utilisation de ces fonds et les comparer aux performances. Justement. Vraiment, il y a un écart. Voilà, c'est ça. Il y a un écart énorme. Allez-y. Ce qui est inadmissible, c'est qu'il y a que nous parlons là de la production de l'énergie, mais également au niveau de la distribution de cette énergie, il y a énormément de problèmes. C'est que de bout en bout, on n'a pas réussi à mettre une sorte de cadrage sur le secteur énergétique pour en faire une véritable priorité. D'où la venue des Français. Oui, mais la venue des Français, c'est catastrophique. Mais non. Catastrophique, ça donnait quoi? Je voulais pointer cela aussi. La gestion, elle laisse à désirer. La gestion de Veolia. Elle laisse même pas à désirer. C'est une gestion qui a montré complètement ses limites. Au-delà de ça, moi je dis que le président de la République est toujours en train d'être trompé parce que lui, il est toujours dans le sensationnel, dans le m'as-tu vu. Sinon, je pense que lorsqu'on a envie
de réussir dans un domaine comme l'électricité, il a été nommé champion d'Afrique de l'électricité. Malheureusement, ce titre-là est en train de tomber en désuétude parce que nous sommes en train de revenir complètement dans le noir. Et ce qu'il faut dire, c'est que au lieu d'aller du côté de Kindia, derrière Kindia, je crois, inaugurer une borne qui va servir à, je ne sais, distribuer de l'électricité aux pays voisins qui, eux, ont déjà de l'électricité, je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'abord nous satisfaire, nous, à l'intérieur, et après parler d'interconnexion, ce qui n'est pas le cas. Non, je voulais rajouter en pointant, vous l'avez rappelé, en pointant la gestion qui est celle de Veolia. Lorsqu'on a posé la question au président, vous vous souvenez de sa réponse, il a dit qu'il n'était pas satisfait. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Alors, quand on n'est pas satisfait, peut-être que j'ignore ce que ça peut coûter à la Guinée lorsque notre gouvernement, si éventuellement notre gouvernement s'engageait à résilier maintenant le contrat avec Veolia, parce que le contrat il court jusqu'en septembre, le président a dit qu'ils partiront en septembre, donc je me dis que ça n'a pas de sens parce que entre-temps, le courant, la gestion améliorée qu'on attendait de cette entité, on ne l'aura pas et ils ont passé 3 années ici à ne pas s'en sortir. 3 années durant lesquelles on n'a pas senti une seule amélioration. Lorsque le président lui-même reconnaît que Veolia n'a pas pu améliorer le parc d'abonnés, c'est extraordinaire. On n'a même pas 200 000 abonnés au niveau DDG. Dites-moi alors comment, parce que nous sommes plus de 2 millions, 3 millions de Guinéens quand même à Conakry, comment tous ces Guinéens s'alimentent en courant. Ça veut dire qu'il y a une masse importante de citoyens qui, de temps à autre, réussissent quand même à se brancher sur le réseau de distribution d'électricité DDG sans payer de factures. Donc ça fait un manque à gagner extrêmement important. Je pense que ce sont des choses qu'on attendait de Veolia, mais Veolia ici est totalement loupé. C'est totalement loupé là-dessus, c'est triste. Et ce qui est grave, c'est que aussi bien le ministre Cheikh Talib là que Veolia, personne ne dit la vérité aux populations. Justement, moi ce que j'attendais, je pouvais attendre de Veolia, parce que récemment lorsqu'il y a eu quelques critiques à l'égard de la gestion de Veolia dans les médias, nous avons vu la direction de Veolia sortir dans les médias, dans la presse, à travers une conférence de presse pour aller enjoliver les choses, pour dire voici ce que nous avons atteint comme production, pour présenter les choses sous leur meilleur jour. C'est pas possible. Il faut pas continuer à vendre des illusions et des mensonges aux populations. Et je pense que c'est vraiment triste. Voilà, triste réalité, allez-y. Veolia dont on parle, la Veolia peut être meilleure ailleurs, mais qu'en Guinée, que ce soit tout à fait le contraire, parce que justement, c'est ce cadre propice à la médiocrité qui fait que quelles que soient les entreprises qui arriveront en Guinée, ils ne pourront rien faire. Parce que déjà, vous trouvez une base qui n'est pas là, qui n'est pas très administrative, qui ne travaille pas justement dans les règles de l'art pour améliorer les choses, mais au contraire, qui soutient tout ce qui est stratégie pour sortir plus d'argent. Mais attendez, c'est de bonne guerre quand les sociétés européennes font le tour du monde. Ce n'est pas pour être plus gentil, c'est pour ça. C'est mon avis. Il ne faut pas présenter des Guinéens comme des totos, tous les Guinéens comme des totos, comprennent rien. Comment font-ils les entreprises privées qui existent sur notre terrain? Comment font-ils pour atteindre un niveau de performance? Moi, je pense que le problème, ce n'est pas forcément les Guinéens en général, mais le problème, c'est l'État. Le problème, c'est l'État, c'est la reddition des comptes. Quand on dit les Guinéens, tu penses que je parle de qui? Quand on parle de Guinéens, tu penses que je parle de qui? Non, mais quand tu le Guinéen dans ce contexte-ci, c'est l'État. Oui, il n'y a pas de rigueur. C'est le Guinéen. C'est le Guinéen et le Guinéen à travers l'État. Parce que quand on a des travaux comme ça, justement, ce qu'on demande, c'est plus de responsabilité, plus d'engagement. Mais ça n'existe pas. C'est ce que je veux dire. Au niveau des Guinéens même, vous trouvez des gens qui sont aptes à contourner tout ce qui est mis en place pour se faire plus d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que les étrangers qui viennent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça devient un cadre propice à se faire plus d'argent. Prenez les grandes sociétés partout où ils vont. Dans un pays où il y a la rigueur, ça marche. Mais quand on vient dans un pays où il n'y a pas de rigueur, où on trouve plutôt des le président a rappelé que Veolia a été renvoyé du Maroc. Le président l'applique lui-même a rappelé que Veolia a été chassé du Maroc. Et ça c'est important. C'est une société même qui paye même pas ses prestations dans les médias. C'est honteux. Oula, Titi, allez-y. Ce que je souhaite mentionner, c'est que il faut déplacer ça, c'est pas possible. Il y a quand même un constat. C'est que Veolia, on sait dans quelles conditions cette société est venue. C'est-à-dire que c'était pour redresser EDG qui était quand même à l'agonie, complètement fini. Alors, que cette société vienne
on ne nous présente pas une sorte de recette, d'astuce pour une meilleure gestion de EDG. Il y a le logiciel Tonnerre. Le logiciel Tonnerre était là, Moussa. Qui a tout bousillé, qui a brûlé tout au niveau du système, parce que ça ne marche pas. On a vu le logiciel Tonnerre. Tu connais pas le logiciel Tonnerre? Non, je connais pas. Demande à Moussa, il va t'expliquer c'est quoi. Comment ils ont expérimenté l'installation de ces compteurs prépayés avec énormément de problèmes. C'est ce qui a brûlé notre console en fait. Voilà. Je vous dis une chose. Lorsque vous allez privatiser, vous allez privatiser et la production d'énergie et la distribution d'énergie, je vous jure que nous aurons plus de résultats. Je vous le dis, nous aurons plus de résultats. Il y a des privés, je ne vais pas citer leur nom, qui étaient venus en Guinée dans le cadre de la production de l'énergie à travers le solaire pour revendre cette énergie-là aux populations d'une certaine localité. Le dossier a été piétiné complètement. Ils n'ont pas pu le faire. Ensuite, je vous dis, le chef de l'État devrait quand même avoir son nationalisme un peu fouetté. On ne peut pas aller quand même à Djubreka pour inaugurer l'octroi de 500 pirogues de barques artisanales. Moi, président, je n'irai pas, je n'enverrai même pas mon ministre des Pêches, j'enverrai le directeur national des Pêches. C'est extraordinaire. Ailleurs, on inaugure de grands ouvrages. Vous allez pour 500 barques. Au niveau de l'énergie, non, même 300. 500 qui ne sont même pas prêtes. Il n'y a que 100 qui sont prêtes. Et c'est 100 qui a été donné. Dans quel pays nous sommes? Bien. Allez, Moussa, on se calme. Au-delà de la diffusion à la télé, Moussa, ce que vous avez... Non, je vais vous dire ce qui est plus dramatique. C'est qu'au-delà de la diffusion à la télé... Non, mais... C'est bon. Moussa, calme-toi. Au-delà... Eh bien... Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On parle politique maintenant, on parle vrai dans cette émission. Vous le voyez à l'écran, monsieur Badiko est président de l'UFD, Union des Forces Démocratiques. Avec lui, on va entamer le débat. Bonjour monsieur Badiko et bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour monsieur Guirassi. Ce n'est pas une provocation. Vous avez vu avec un masque. Pourquoi? Je le porte depuis que je suis sorti de la maison. Ok. Et c'est pour attirer l'attention sur la véritable catastrophe environnementale que nous vivons à Conakry. Oh, mais ça, on a eu peur. On n'a même pas... Heureusement, vous avez été rassuré, je ne suis pas un braqueur. Moi, je pensais que vous étiez... Moi, j'ai pensé que vous étiez en contact avec ceux qui sont... un malade de fièvre Lassa. Voilà. J'ai failli sortir du studio, moi. Heureusement. Alors, comment vous redécouvrez Conakry, vous qui vivez au Cameroun, chaque fois que vous revenez, qu'est-ce qui vous frappe? Ce qui me frappe, voilà déjà que j'ai été obligé de ramener un masque anti-pollution. Puisque les fumées, les vapeurs toxiques, les plastiques qu'on brûle, les gaz d'échappement des centaines de milliers de voitures jetées par l'Europe chez nous, ça fait que le pauvre citoyen n'a plus d'air respirable. Les grandes gueules. La première responsabilité d'un gouvernement, c'est d'abord le bien-être de ses habitants. Et si autant qu'on continuera à nous égarer vers des histoires de constitution, d'élection, de CENI, de tout ce que vous voulez, de mandat X ou Y, de mandat Kabila, on n'en sortira pas. Voilà une urgence nationale. Et je vous préviens que nous sommes assis sur une véritable bombe atomique sanitaire. C'est clair. Alors, le Premier ministre, vous l'avez certainement su, Dr Kassori Fofana, a voulu faire comme le Rwanda. Chaque dernier samedi du mois, Conakry assainissement. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Désolé, ne faites pas l'insulte au Rwanda de le comparer à la Guinée. La Guinée n'a rien à voir avec le Rwanda. Le Rwanda est un pays qui travaille. Un pays où il n'y a pas le désordre. Un pays où il n'y a pas la corruption. Où les élites sont au service des populations, c'est pas la même chose. Pour revenir sur l'environnement, qu'est-ce que ça nous coûterait de faire une véritable cause nationale pour l'environnement et de faire en sorte que, à peu de frais, on nous installe des décharges dans la région de Conakry, qu'on embauche des milliers de gens pour faire le tri, trier le plastique qu'on peut recycler, c'est de l'argent qu'on est en train de brûler. Trier le papier, c'est également on peut le faire. Et le reste, les bouteilles, on les met de côté, c'est recyclable. Bien. Et le compost pour donner aux maraîchers. Et ça ne demande pas... mais donc, toute affaire cessante, il faudrait au moins qu'on s'occupe du bien-être de la population. Donc, je vous préviens, il y a une catastrophe sanitaire en route.
Il y aura des milliers, des centaines de milliers de cancéreux ici dans les années qui viennent. Et ça va dépasser tout alors, ce niveau. vous pensez que cette initiative donc d'assainissement tous les samedis, vous pensez que c'est de la poudre dans les yeux? C'est totalement dérisoire parce que le résultat n'est pas atteint. Ici, on veut des actions, mais personne ne s'occupe du résultat. Et j'ai bien écouté les grandes gueules ce matin ici. Et je suis heureux qu'il y ait des journalistes qui disent que, écoutez, on a 1000 choses qui sont entreprises. Ici, c'est l'industrie, la première pierre, mais on ne voit jamais la deuxième ou surtout pas la dernière. Et on dépense des centaines de milliards. Et il n'y a pas de résultat. Et donc il faut qu'on cesse d'amuser la galerie et qu'on s'occupe des vraies choses. C'est ça le problème, l'environnement. Justement, alors tout ça, la faute à qui? Aux politiques? Eh bien, c'est la faute aux politiques, c'est la faute au pouvoir exécutif. C'est lui qui doit donner l'impulsion et ne pas nous égarer dans ses propres préoccupations, mais s'occuper des préoccupations de la population. Et surtout que je vous ai dit, ça ne coûte pas cher et que c'est bienfaisant. Quelle serait votre approche pour faire face à cette grande insalubrité qui est quand même le quotidien de notre capitale? Cela fait 8 ans que le professeur Alpha Condé est au pouvoir. Vous l'avez d'ailleurs soutenu en 2015. Vous avez soutenu sa réélection. Est-ce que dans son programme en 2015, est-ce qu'il était prévu donc qu'il y ait une action dans ce sens-là? Parce que jusqu'en 2015, rien n'avait été fait aussi concrètement pour rendre Conakry propre. Qu'est-ce qui vous a engagé à le soutenir? Est-ce qu'il y avait un volet assainissement et propriété de la ville de Conakry? Je suis obligé de vous renvoyer la question. Dites-moi quel est le bienfait dont on n'a pas annoncé le projet dans ce pays. Tout ce qui doit être fait, on l'a annoncé, mais c'est l'effet d'annonce, tout reste là. Et je dis qu'aujourd'hui, l'éclosion de maladies aussi terrifiantes que Ebola, qui est né chez nous et qui est mort chez nous, mais c'est la conséquence de toute cette décomposition physique de l'environnement. Et la fièvre de Lassa, qui est la même famille. Les grandes gueules. Ebola, moi je ne veux pas paniquer nos populations, mais il faut savoir qu'il y a péril à la demeure et qu'il faut qu'on s'en occupe autrement qu'on s'est occupé d'Ebola. Et puisque pour l'instant ça n'a pas explosé, mais ça peut aller très vite. On vous parle des agents, des vecteurs de ça, les souris, les rats, les insectes de toutes sortes. Et c'est notre royaume ici. Voilà, on va parler politique maintenant, si vous le voulez bien, M. Badiko. Vos rapports avec le président Alpha Condé, on sait que vous l'avez soutenu en 2015 plutôt. 2015, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque pour soutenir le président Alpha Condé? Parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas chez les politiques. Le même homme, ils peuvent le soutenir aujourd'hui et le lendemain, pour une raison souvent qui ne tient pas, on ne le soutient plus, on l'accable de tous les mots. Bien, moi je vous dirais que nous ne sommes pas des girouettes, on ne change pas de direction tous les matins. Nous l'avons soutenu puisqu'il faut se souvenir du contexte. Il était dans une situation où, souvenez-vous, Kaleta venait d'être livré, c'est maintenant que vos journalistes reconnaissent que Kaleta, ça ne résout aucun problème. Mais à l'époque, il y avait quand même des réalisations qui étaient palpables. Il y avait des actions dans l'arrière-pays, dans des différentes villes qui connaissaient quand même des améliorations des conditions urbaines. Il y avait une certaine ouverture politique, c'est-à-dire plutôt que la confiscation du pouvoir par ce que moi j'appelle le parti-État du RPG, eh bien il y avait beaucoup d'espoir et surtout le président... Vous êtes en train de dire que vous êtes trompé en fait à la fin du compte? Eh bien c'est pas nous qui nous sommes trompés, c'est le Badiko, regardez-moi dans les yeux, vous allez me dire que vous êtes trompé à la fin du compte? Eh bien ce n'est pas une erreur dans chaque chose dans son contexte. Et dans ce côté il y avait espoir que le président allait surtout s'attaquer à la corruption, qu'il allait s'attaquer à la malgouvernance de son pouvoir. Sauf que mais finalement vous êtes trompé alors. Justement, vous n'avez pas eu réponse. Je reconnais que je lui ai fait trop crédit. J'ai pensé qu'il était en position de redresser. La tradition. Des grandes gueules. En tout cas, aucune des espérances que nous avions n'a été remplie, surtout dans la façon de gouverner le pays.
Donc, nous continuerons à dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays. Donc, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes déçu du chef de l'État? On n'est pas déçu du chef de l'État. On ne peut pas être déçu de quelqu'un avec qui on a mis en partage le pays. Non, vous êtes complètement permanent. Vous êtes déçu parce que vous l'avez soutenu, c'est que vous avez dit ici que parce que vous aviez énormément d'espoir. Maintenant, ce sont ces espoirs-là aujourd'hui qui sont déçus. Absolument, puisque... Donc, par conséquent, vous êtes déçu du chef de l'État. La lancée de 2015 n'a pas continué. Aujourd'hui, est-ce qu'on avait autant de scandales à l'époque? Oui, mais répondez à la question. Donc, vous avez toujours été le même cas. Et donc, vous êtes gestion. Et donc, vous êtes déçu. Je regrette cette situation, cette dérive qui n'a fait que s'aggraver. Monsieur Badiko, la question est simple. Ça ne fait que s'aggraver. Monsieur Badiko, à question simple, réponse simple. Et donc, vous êtes déçu. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes accroché à des mots. Bon. Je ne comprends pas. C'est la politique. On pensait que le président, après avoir reconnu qu'il ne savait pas de quoi était faite la Guinée, qu'il ne savait pas la gouverner, qu'il est en train d'apprendre, donc c'est aux frères des Guinéens qu'il a appris à les gouverner. On connaît un petit peu ça. Est-ce que vous avez encore l'espoir que la donne change? Mais je ne pense pas, puisqu'il y a une situation qui est générale, qui n'est même pas propre au pouvoir. C'est tout le corps politique guinéen qui est finalement, dans quelle position vous mettre? Vous faites un diagnostic très lamentable de la gestion du système de professeur Alpha Condé depuis 2015, mais en même temps vous ne voulez pas sortir le mot qui qualifie votre attitude, c'est-à-dire déception, etc. et mauvais choix, mais en même temps lorsqu'on vous pose la question sur est-ce que vous avez encore des espoirs, vous dites non, vous n'êtes pas dessus, vous n'avez pas d'espoir, vous êtes justement où? Non mais parce que moi je suis un peu déçu quand même quoi, parce que souvent on a reçu tellement de politique, monsieur Badiko, on a reçu tellement de politique dans cette émission, souvent ce qu'on dit c'est de se refaire un petit peu une santé, voyez-vous ce que je veux dire? Exact. Donc sortez de ce cocon là, dites les choses telles qu'elles sont, c'est aussi simple que ça. Tant que le gouvernement, s'il fait des choses positives, on les louera, on les appuiera. S'il se comporte négativement, on va le dénoncer jusqu'au bout. Comment on doit vous situer aujourd'hui, monsieur Badiko? Nous sommes des patriotes qui travaillons dans l'intérêt du pays et qui essaient de faire avancer le pays. Vous avez rompu avec Alpha Condé? Pour rompre, il fallait d'abord être unis. Mais non, vous l'avez soutenu. Vous unis en 2015. Vous l'avez soutenu ou pas? Oui, mais je dis qu'on a signé des accords avec le RPG que nous sommes les seuls à respecter. Alors donc, nous ne sommes pas liés par des accords que nous sommes seuls à respecter, que la partie en face ne respecte absolument pas. Ils ne nous ont jamais considérés comme des alliés politiques, mais comme des adversaires qu'il faut museler et faire taire. Et donc vous avez rompu avec nous. Donc par conséquent, ce sont des accords aujourd'hui nuls et de nul effet. Nous allons le faire constater par un conseil national qui avait autorisé, un congrès qui avait même autorisé, qui avait demandé cette alliance, puisque la plupart de nos amis, la majorité, étaient favorables à cette alliance. Monsieur Badiko, j'aurais eu la même réaction à votre place si j'étais à votre place, bien entendu. On signe des accords, après le président est réélu. Je ne suis posté nulle part. Je vois qu'il distribue des postes de responsabilité juteux d'ailleurs. Il place, il ramène Kao Karela, il ramène Kao Cube par là, les mêmes amis. Et moi, Badiko, qui suis venu apporter une sorte de mosaïque dans l'arc-en-ciel, on ne me met nulle part, ni moi, ni mes hommes. Je vois que c'est une déception, mais liée au fait qu'on ne vous a pas envoyé dans cette sorte de mangeoire. Justement, je crois que tout le problème est là. Vous entrez dans le gouvernement pour faire quoi? Mais pour travailler dans l'intérêt du pays et des populations, faire dans votre modeste contribution, apporter votre contribution à l'avancée du pays. Mais si le président de la République estime qu'il n'a pas besoin de nous, c'est tout à fait son droit. Et nous ne nous en plaignons pas, puisque de toute façon, notre objectif n'est pas spécialement d'avoir un portefeuille ministériel ou un strapoté ministériel. Si le président vous fait appel aujourd'hui, vous irez? Ça, on ne peut pas répondre à une question qui n'est pas posée. Non, mais Les grandes gueules. Vous dites vous-même que vous faites de la politique en vue d'apporter votre pierre à la construction de la nation. Et vous trouvez que le bilan du professeur Alpha Condé depuis sa venue au pouvoir est un bilan qui laisse à désirer. Il lui reste encore 2 ans. Alors aujourd'hui, jour pour jour, si on vous appelait pour venir apporter cette modeste contribution dans les 2 années qui vont suivre, est-ce que vous allez vous embarquer?
Eh bien, on a toujours dit que nous sommes disponibles pour travailler s'il faut travailler. Mais nous ne sommes pas là d'abord pour faire de la coloration, faire arriver... disponible, ça veut dire OK. Ouais, mais absolument, on l'a voilà. Les grandes gueules. C'est pas d'aujourd'hui. Et on a dit seulement qu'il faut qu'il y ait un minimum de conditions pour travailler. Bien sûr, pas comme vous dites participer à la bouffe. C'est bien ça, parce que par la grâce de Dieu, eh bien, on n'en est pas là et on n'en sera certainement jamais là. Connaissant votre formation, quel est le poste de responsabilité où vous pourriez apporter plus pour ce pays? Un poste de planton, si je vois qu'il est utile au pays, je vous assure que je le prendrai. Là où ça traîne, là où ça ne marche pas, où vous pouvez vraiment apporter des solutions. Ce n'est pas un problème de compétence technique simplement, c'est un problème de volonté politique. Nous, on a une volonté politique de développer le pays, de sortir le pays de cette misère. On va parler de l'éducation, ramener l'éducation, lui donner ses lettres de noblesse, puisque c'est la condition sine qua non pour redresser ce pays et arriver à ce que les Guinéens se nourrissent proprement et correctement. Et vous voyez bien à la place de Sangaré qui n'arrête pas de multiplier les gaffes. Moi, je ne convoite le poste de personne, mon cher frère. Donc, il est prêt à collaborer. Il est prêt à collaborer, c'est qu'on peut comprendre. Mais je dis que j'interviens. On est acteur de l'éducation aujourd'hui. On a des expériences éducatives. Avant de parler de l'éducation, il y a quand même un premier ministre qui est arrivé il y a presque 9 mois à Kassory, en la personne de Kassory, qui était de l'opposition, qui se réconcilie avec le président Alpha Condé. Alors, Kassory, comment vous le définirez et quel regard vous portez sur sa gestion qui a été surtout marquée par cette interdiction pratiquement systématique de toutes les manifestations dans notre pays? Il est dans sa logique. Il est dans une logique comme tout le monde de conquête du pouvoir. Nous l'avons écrit. Le président de la République, après 8 ans de pouvoir, n'a rien trouvé de mieux qu'à nous ramener les classiques du PUP. Et donc je ne vois pas quel est le changement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on peut avoir? Et j'ai dit que le gouvernement, nous sommes avec un gouvernement de délinquants et de présumés délinquants et ça ne dérange personne. Et ensuite, on nous a promis que oui, maintenant la corruption c'est terminé, on va appliquer la loi. Qu'est-ce qui a été concrètement changé? Aujourd'hui, vous avez tous ces scandales dans les entreprises Sogiac. Vous connaissez mieux que moi les scandales de la Sogiac. Vous connaissez les scandales du port. Vous connaissez les scandales de Sogipa où je vous dis, les gens ne sont pas payés aujourd'hui à cause de la mauvaise gestion de la Sogipa et les paysans qui ont livré leurs produits ne sont pas payés. Tout ça puisque toutes ces entreprises sont très mal gérées depuis toujours et ça continue d'être mal géré. Elles sont là pour distribuer des prébendes, pour alimenter les caisses électorales et tout ça doit changer. Qu'est-ce qu'en 8 mois, qu'est-ce qui a changé? On a fait des poursuites judiciaires. Il y en a qui à 25 milliards s'en sont tirés avec des prisons avec sursis. Je n'ai vu nulle part qu'ils doivent rembourser les 25 milliards. On a dit, bon, il y a la loterie et tout ça, il est parti. Mais comment a-t-on pu laisser un seul individu dilapider, bouffer 25 milliards 25 milliards, vous imaginez le nombre de problèmes qu'on peut résoudre pour les populations avec 25 milliards Donc, et moi je dis ce qui me frappe dans ce gouvernement de M. Kassory, c'est que le gouvernement du pauvre Mamadi Youla un gouvernement de délinquants a mis 2 ans avant d'être grillé, avant de prouver son incapacité. Et bien je suis désolé que là c'est encore plus rapide, c'est-à-dire qu'en 8 mois déjà, on sent qu'il n'ira nulle part et qu'il est complètement grillé. Bien, il faut le rappeler à M. Babadiko, président de l'UFD, Union de Forces Démocratiques, notre invité ce matin chez les GG. Alors, face à tout ce que vous dénoncez, c'est cette opposition quand même qui dit vouloir changer la donne à travers une alternance. Mais aujourd'hui, à suivre cette classe politique, on a l'impression qu'il ne faut pas trop rêver. Dites-nous de quel œil vous observez aujourd'hui tout ce remue-ménage du côté de l'opposition pour pouvoir changer quelque chose après Alpha. Moi, je suis désolé de dire que je suis à 100% d'accord avec vous. L'opposition souffre aujourd'hui de n'offrir absolument rien de mieux que le pouvoir actuel. Nous avons soutenu et nous soutenons que le principal parti avec son fameux chef de file, c'est un condominium politico-ethnique avec le RPG. Ils sont dans le même système de partage du gâteau. Et les autres sont là en attente de cooptation. Et je dis que l'opposition, tant qu'elle ne va pas s'attaquer de façon claire aux véritables maux du pays pour offrir à la population une alternative. Premièrement, sur le bien public, la gestion du bien, tant que l'opposition ne donnera pas des gages sérieux, que désormais la corruption c'est fini, qu'on doit vivre de son travail et non pas d'un poste électif
ou de l'industrie de décret du RPG. Les grandes gueules. On ne peut pas s'en sortir. Donc, pour aujourd'hui, l'opposition, je vous dis, n'a pas délivré le message attendu par la population. Il faut que je vous dise que on n'a pas du tout tiré les leçons des alliances passées. Les forces vives et tout ce qui s'agit, on n'a pas. Il y a eu un échec puisque les forces vives sont à l'origine de la situation actuelle. On n'a pas tiré les leçons. Et aujourd'hui, dès que vous parlez alliance, chacun entend ça comme rassembler des gens pour en faire son comité de soutien. Voilà, justement, vous avez lâché le mot alliance. C'est important. Et nous sommes en train d'aller vers 2 blocs de l'opposition. Il y a l'opposition républicaine constituée autour de Ella Seydou Dalein Diallo. Il y a un autre bloc qui est en train de se former autour de Sidya Touré et de Lansana Kouyaté. On vous a annoncé partant pour ce bloc qu'on a appelé opposition démocratique, qui d'ailleurs devrait se réunir aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez l'information que vous avez été contacté et que vous allez faire partie de ce bloc? Je dis ce sont des méthodes lamentables. Des méthodes consistant à faire une liste, à mettre des noms de gens qu'on n'a pas consultés. Je dis ce n'est pas avec ça qu'on va faire quelque chose de sérieux pour changer la situation actuelle. Donc vous n'êtes pas partant pour l'opposition démocratique. On a mis notre nom sur une liste sans nous consulter. On a mis notre... Et je dis que s'il s'agit de s'attaquer, nous ne pouvons pas entrer dans des alliances sans qu'on pose au préalable les conditions, savoir pourquoi les alliances, l'opposition, le collectif a échoué, l'opposition républicaine a échoué, pourquoi une autre alliance ferait mieux que tout cela, pourquoi les forces vives ont été un échec. Est-ce qu'on va encore s'embarquer comme des moutons dans d'autres alliances? Est-ce qu'on peut mettre en jeu aujourd'hui le niveau de crédibilité de la plupart des leaders de cette opposition? Je veux parler bien entendu des plus cotés, qu'on qualifie d'opposition salariée de l'État, notamment le chef de file de l'opposition, via l'Assemblée également, le président du groupe qui a encore son décret à la présidence, ainsi de suite, la liste est longue. Est-ce que concrètement, du point de vue de leur position, du point de vue de ce pacte qui les lie au pouvoir, est-ce qu'ils ont suffisamment de crédibilité pour basculer la situation? Mais non, c'est pour ça que nous avons maintenu un contact avec l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, puisqu'il a posé un acte courageux à l'époque. Il a refusé le gros salaire, les honneurs et les voitures de se débarrasser de ses avantages. Mais lui, il a refusé. Il a eu la... Maintenant, il faut qu'on vous dise, s'il vous plaît, la Guinée est un pays à part. Ici, les postes électifs, ce sont des emplois. Eh bien, dans le système démocratique, c'est totalement faux. Normalement, un député, un maire, un conseiller, il a son métier, il a son gagne-pain, il a sa vie. Bien. Il ne doit pas vivre de ce poste électif, alors que chez nous, les postes électifs, c'est qui veut vivre, c'est qui explique donc tous les blocages que nous avons avec les mairies, où tout se passe au couteau. C'est plus que... c'est un moyen d'existence qui ne devrait pas. Allez-y, Moussa, pour clore. Amen, vous êtes entré dans ce studio avec un bloc-notes, un stylo, mais une constitution, la constitution. Alors, cette constitution-là, elle est actuellement de nos jours accablée par d'énormes critiques venant de quelques juristes qui trouvent que cette constitution est très mal faite, il y a énormément de lacunes dedans, n'est pas au goût du jour, il faut la retoucher. Est-ce que vous trouvez que c'est opportun de le faire maintenant? Alors, ce que je voudrais vous dire, on l'a dit à d'autres occasions, avant de dire qu'il faut changer une constitution, il faut d'abord la respecter, puisqu'elle est là. On a prêté serment dessus. La première grande violation de la constitution, c'est cette acceptation du communautarisme comme institution dans le pays. Et nous avons donc cette situation extrêmement grave dont tout le monde ne mesure pas la situation. Et moi, je dis, je suis atterré que le président Alpha Condé, qui a une étiquette de progressiste, réhabilite la féodalité enterrée par le PDG en 1956-57. Aujourd'hui, c'est la féodalité. Il y a des cheffaillons qui sortent de partout, qui font des lois. Et moi, maintenant, je me permets de vous dire, le communautarisme est tellement ancré dans le pays, en train de diviser le pays, que je considère que la République n'existe pas. Nous, par exemple, qui avons des femmes sous-sous, eh bien, il faut qu'on nous dise s'il faut qu'on les rende.
Il faut qu'on dise si on doit les rendre. Pourquoi? Ah ben puisque dans la logique de ces messieurs, dans cette logique, il faut aller jusqu'au bout. Et une fois qu'on a rendu nos femmes, il faut qu'on dise s'il faut couper nos enfants en deux, que chacun récupère son morceau. Allez-y, Moussa, dernière question. Alors, la Constitution. Voilà, la Guinée est éclatée. Alors, docteur Badiko, la Constitution. Moi, je suis désolé, je ne suis pas docteur, je ne vais pas voler de titre. Badiko, tout le monde est docteur dans ce pays. Je ne veux pas voler de titre. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des grandes gueules et qu'on pourrait arriver à toucher cette Constitution pour offrir au président un troisième penalty? Eh bien, encore une fois, moi, je suis scandalisé. Que ce soit que le gouvernement guinéen, après 60 ans d'indépendance qu'on a fêté ici bruyamment, en soi aujourd'hui a choisi l'ambassadeur russe comme notre porte-parole du gouvernement. Ouais. Et que le gouvernement n'ait pas le courage. Mais vous ne répondez pas à la question de Moussa Moïse là. C'est important de noter que aujourd'hui c'est l'ambassadeur russe qui donne le ton. Ouais. Et vous savez que les Russes, nos amis russes, sont nos amis, ils ont des références, messieurs, pour tourner les constitutions. Ouais. Vous avez vu comment Vladimir Poutine a fait le tour de passeport pour se remplacer avec son adjoint et puis a continué éternellement. Le président Alpha Condé va-t-il tenter ce saut? Ben moi, il faut lui demander. Vous pensez qu'il a l'intention et que tous les signaux sont aujourd'hui réunis? Mais de toute façon, est-ce qu'on parle d'autre chose dans ce pays aujourd'hui que de constitution? Et je dis que nous mettons en garde. Une constitution, c'est pour l'intérêt général, c'est pas pour un individu. Un mot de nos députés qui ont vu leur mandat prorogé parce qu'on n'a pas pu organiser des législatives à temps. Est-ce que, à votre place, si vous étiez député, est-ce que vous allez siéger ou pas après le décret de prorogation du mandat de l'Assemblée nationale? Mais de toute façon, cette Assemblée, il faut me dire à quoi elle a servi depuis qu'elle est là. Bien. Moi, le seul décret, la seule loi que je reconnais là-dedans, c'est la loi qu'ils ont sortie pour réprimer la vente de médicaments illicites. De tout ce que j'ai vu, c'est la seule. Bien. Tout le reste ne sert absolument à rien à la population. Et encore maintenant, il faut qu'on l'applique. Bien. On l'applique partiellement. Voilà. Badiko, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.